Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo débrief du film de l'année, le film que tous les fans attendaient, c'est évidemment Spider-Man No Way Home. Et salut Alexandra. Salut Jimmy. Écoute, on va pouvoir parler du film. Vous savez, c'est le film le plus sujet au spoil de l'histoire de l'humanité. Donc ce qu'on va faire, c'est comme beaucoup d'autres des vidéos débriefs, on va d'abord commencer par une partie no spoil, puis par une partie spoil où on rentrera plus en détail dans le film et dans son scénario. Mais globalement, juste avant de démarrer, on va récapituler le scénar pour les quelques-uns qui ne suivent pas. Donc dans Spider-Man No Way Home, on suit la suite des aventures de Peter Parker juste après la fin de Far From Home, dans lequel à la toute fin on apprenait que, toute l'humanité découvrait que Spider-Man était Peter Parker, et donc le film reprend quelques secondes après la fin du film précédent. C'est ça. Et cela va évidemment affecter la vie de Peter Parker, la vie publique de Peter Parker, la vie de ses proches également, et très rapidement il va lui venir une solution qui est de faire appel à Doctor Strange pour lancer un sort qui lui permettrait d'effacer de la mémoire collective que Spider-Man et Peter Parker. Le sort va foirer, des méchants vont arriver de différents univers. Qui introduit du coup le multivers. Exactement. Et suite à ça, il va y avoir toute une histoire, toute une quête pour pouvoir rétablir la réalité telle qu'elle devrait être. Donc voilà, pour ça c'est le résumé, on va dire, grossier du film pour ne pas trop rentrer dans le détail, et en temps là on s'arrête vraiment à ce qu'on avait vu notamment dans les trailers. Ouais. Et du coup déjà globalement, on va éviter de trop rentrer dans le spoil direct, mais globalement, quel a été ton ressenti, Alexandra? Mon ressenti, il était assez divisé en deux. J'ai bien aimé. C'est quand même un bon film. C'est un bon film du MCU. C'est sûrement un film qui peut rattraper ce qui s'est passé avec les deux autres, parce que ce soit Homecoming ou Far From Home, c'est pas quand même ce qu'on a vu de mieux de Spider-Man. Et peut-être on en reviendra dans la partie avec spoil. Le seul truc, c'est que il y a autant de choses qui sont bien qu'il y a autant de choses qui sont mal. Il y a énormément de choses qui peuvent apporter quelque chose de plus dans la suite de l'avenir de Spider-Man en tant que tel, mais il y a énormément de facilités qui, quand on réfléchit un minimum, me pose problème. Après, c'est là où on rentre dans un débat plus large, qui est le plaisir de voir un film et le plaisir de voir un blockbuster qui des fois n'a pas forcément ambition pour certaines personnes à juste s'enquiquiner avec des détails. Donc globalement, sur un film, si tu ressens des émotions et tu en ressens énormément, ça fonctionne. C'est un bon film. J'ai ressenti plein de choses. C'est très très beau. Les scènes de combat sont magnifiques. Donc, on en reviendra avec la partie avec spoil sur un personnage où je trouve que c'était assez exceptionnel. Au niveau design, etc., ça fonctionne. On retrouve les personnages qu'on aime bien. Voilà. C'est un bon film. Mais il y a des petites choses qui m'enquiquinent quand même. Mais alors, est-ce que tu trouves quand même que c'est un bon film Spider-Man? Au-delà de MCU, au-delà de blockbuster, juste dans l'idée de, est-ce que c'est un bon film Spider-Man? Oui, la deuxième partie. Okay. Et surtout la toute fin et la deuxième partie. C'est-à-dire que pour moi, la première partie ne rend pas du tout hommage à Spider-Man, et on rentre dans des choses qu'on a pu voir avec Tom Holland, en fait, une facilité avec lui, et encore cet effet un peu trop gamin. Pour moi, il a, alors je sais, attention, je débute dans les comics Spider-Man, donc je sais très bien que c'est un adolescent, etc., et qu'il a ses difficultés, mais il n'y avait pas toutes les caractéristiques des fois qu'on peut sentir avec lui, le sens du sacrifice, l'intelligence un peu plus, le côté un peu solitaire qu'il peut avoir. Voilà, il est tout le temps avec Ned et MJ, et des fois ce trio me pose problème, surtout avec la multiplicité des blagues que peut faire Ned, qui n'est pas franchement drôle du coup. Mais la deuxième partie, la toute fin, et je parlais tout à l'heure d'avenir de Spider-Man, je pense qu'il y a un bel avenir pour lui, mais c'est très compliqué pour moi de parler sans spoil de ce. Ok, donc on va écoute, je vais donner un peu mon avis. Ok, donc c'est un film où on passe un bon moment. Globalement, si vous êtes fan du MCU, si vous êtes fan de Spider-Man, c'est forcément un bon moment. Ça va à 100 à l'heure, c'est très rythmé, il y a quelques passages un peu plus lents, mais j'imagine que c'est pour créer justement cette dynamique-là. On sent pas trop les 2h, 2h15. Ouais, ça va, voilà, donc ça avance bien. Globalement, on passe vraiment un très bon moment, les effets spéciaux sont ok, globalement, on pourra en revenir dessus, mais il y a des passages qui sont vraiment un peu limites et d'autres passages qui sont vraiment juste waouh. Il y a vraiment de tout. Au niveau des jeux des acteurs, pareil, c'est assez inégal, mais il y a des personnes qui jouent extrêmement bien dedans, comme il y en a qui sont un peu plus effacées. Et globalement,
clairement, ouais. Moi, l'âme de gamin qui a vu les premiers films de Sam Raimi au début des années 2000, bah, il était super heureux de revoir Dr Octopus, de revoir le Bouffon Vert, de revoir l'Homme Sable, et de pareil, en vrai, de revoir les méchants des films Amazing Spider-Man qui sont un peu les films mal aimés finalement de toutes les sagas Spider-Man. Voilà, de les revoir, c'est de se dire, bah waouh, c'est-à-dire que ces choses-là, je les ai pas rêvées. Elles existent pour de vrai, puisque là c'est validé par un film qui les ramène. Donc non, c'était bien réel, on va dire. Et voilà, on passe vraiment un bon moment. Le facteur qui ne trompe pas, c'est, je pense que tu l'as vécu, et tous ceux qui voient cette vidéo et qui ont vu déjà le film au moment de l'apparition de cette vidéo ont dû avoir l'expérience dans la salle. C'est les gens qui hurlent de bonheur une scène sur deux, ou qui deviennent comme des fous en fonction de ce qui se passe à l'écran. Bah, ça ne trompe pas, c'est-à-dire que le réalisateur, donc Tom Watts, et tout le casting, toute la prod, etc., ils ont fait un film qui était pour les fans. Donc après on peut toujours relancer le débat de faire du fanservice pour le fanservice, faire un film qui réussit. Et d'ailleurs on a fait une vidéo sur le Corner Club. Exactement. Allez voir. Mais en vrai voilà, mais au-delà de ça, bah voilà, il y a du fanservice chaque scène quasiment, mais le public adore ça. J'ai pas vu à un seul moment le public dire oh non, arrêtez de nous mettre ce qu'on a envie de voir sous les yeux. Moi, le fanservice il me dérange pas, et sur certaines scènes, je vous cache pas, j'ai eu des petits guillis dans le ventre, tu vois, et ça c'est assez fort de ressentir ça au cinéma, et surtout quand tu vis quelque chose de commun. C'est-à-dire que t'as des personnes que tu ne connais pas à côté de toi, mais qui ressentent la même chose, et ça c'est assez fort, et c'est pour ça. La même chose au même moment. En plus, c'est ça, et c'est pour ça qu'on va au cinéma. Le fanservice ne me dérange pas. Par contre, quand tu manques cruellement de scénario construit, ça me dérange. Et on en reviendra plus tard, mais il y a un vrai problème d'écriture pour moi, où la force fait le café. Genre, je te mets ça, réfléchis pas trop, parce qu'en fait, c'est genre pas trop cohérent, mais vas-y, de toute façon, il y a du fanservice et t'aimes bien. Et la première fois que je l'ai vu, bah ça m'a pas dérangé, parce que j'étais accaparée par ces personnages. Moi je suis une énorme fan de l'acteur, donc Dafoe qui joue le Bouffon Vert, et sa prestation est magique, et ça m'allait complètement. J'étais aussi même si je l'avais vu en trailer, l'entrée de Dr Octopus, bien sûr. Voilà, c'est génial quoi. Je suis moins attachée aux autres vilains par contre, mais la deuxième fois que je l'ai vu, et c'est pour ça je pense que, alors selon le budget des gens, c'est intéressant d'aller le voir deux fois, parce que c'est vraiment un film assez conséquent. Oui, c'est vrai qu'on précise, mais c'est ce qu'on a fait tous les deux, c'est-à-dire qu'on l'a vu deux fois, pas ensemble d'ailleurs, mais on l'a vu à deux reprises. Parce qu'en fait on s'entend pas dans la c'est ça, exactement. Donc on l'a vu, on a vu le film deux fois. Et la deuxième fois, selon votre regard, encore une fois, à quel point vous avez envie de vous prendre la tête ou pas, j'en sais rien. La deuxième fois, j'ai dit non, ça m'a pas convaincu. Donc voilà. Moi, à l'inverse, justement, c'est que la première fois, j'étais genre waouh, vraiment waouh. La deuxième fois, je l'ai vu en essayant d'y aller avec un esprit un peu plus analytique et un peu plus critique. Et en fait, les critiques que je m'attendais à ressentir par rapport à mon souvenir de la première projection était un peu atténué. C'est-à-dire qu'en fait, en y allant la deuxième fois, je me suis dit, allez, super, maintenant je vais noter tout ce qui va pas sur toi, tu vois, et en fait, pas tant que ça. Il y a des choses qui ne vont vraiment pas, mais en vrai. Mais il y a des choses aussi qui vont très bien, donc c'est un peu déstabilisant. Du coup, je pense que là, voilà, on n'arrête pas de tourner un petit peu. Voilà. Donc, il est temps. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez déjà vu le film ou que vous n'avez aucun souci à vous faire spoil le film. Donc, on attaque la partie avec spoil. Je mettrai pas de bandeau, donc imaginez un bandeau. Du coup, je vais pousser un tout petit peu plus le pitch. Voilà. Donc, en gros, évidemment, ce qui va se passer, c'est que comme de la même façon que de nombreux méchants vont apparaître dans la dimension du Spider-Man Tom Holland, en fait il va y avoir d'autres personnages qui vont apparaître, notamment évidemment c'était le plus mauvais secret gardé par des studios de cinéma depuis l'histoire du cinéma, il y a une réunion des anciens Spider-Man. C'est qui qui a fauté? Il n'y a jamais eu de faute, c'était des rumeurs, et le fait de voir réapparaître dans les trailers et dans les annonces publiques qu'il y aurait les méchants des autres films, forcément les gens disaient si on ramène les méchants des autres films, il y aura forcément les Spider-Man des autres films, et évidemment que c'était le cas. Et c'est quand même mal foutu, parce que quand tu regardes, du coup je regardais la filmographie hier d'Andrew Garfield, et il y a 2 jours sur Wikipédia ne mettent pas le film No Way Home, et maintenant c'est affiché pour les gens qui n'ont pas eu le temps d'aller voir les premiers jours. À la première aux États-Unis, l'avant-première du film, ils n'ont pas invité Tom
Tobey Maguire et Andrew Garfield. De toute façon, Andrew Garfield, ça fait des mois qu'il nie. Oui, bien sûr. Prend la tête, c'était le jeu, on savait que c'était un faux secret, etc. Donc voilà, donc effectivement, Tobey Maguire, Spider-Man et Andrew Garfield, Spider-Man viennent filer un coup de main à Tom Holland, et c'est donc ensemble, donc en équipe de Spider-Man, qui vont pouvoir repousser la menace des différents donc super vilains qui sont venus sur Terre, sachant qu'en fait toute l'intrigue de l'histoire, c'est que Tom Holland fait foirer le sort Spider-Man fait foirer le sort de Doctor Strange, qui ramène des super vilains à la place d'annuler, de réécrire la mémoire des gens. Mais au moment où Doctor Strange va renvoyer tous les super vilains, parce qu'il en a les capacités, Spider-Man l'en empêche en disant que, au lieu de les renvoyer à une mort certaine face à leurs Spider-Man respectifs, il faudrait mieux les guérir, les rendre gentils, on va dire, pour qu'une fois retournés dans leur dimension, du coup, il n'ait pas de combat final contre leur Spider-Man, et de combat, du coup, mortel. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce qui se passe là n'atténue pas tout ce qui s'est passé avant dans le multivers. Oui, bien sûr, et surtout, j'ai vu des questions comme ça, s'ils réapparaissent, ils sont tous, du coup, ils devraient tous mourir, ces méchants-là, et s'ils apparaissent eux, c'est qu'ils sont tous au courant de l'identité secrète de c'est-à-dire que là, en gros, par exemple, c'est-à-dire, mettons, prenons le cas de Dr. Octopus, on soigne Dr. Octopus, on le renvoie dans sa dimension, ça va le renvoyer pile au moment du combat final contre Spider-Man, du coup, il est normal, il va arrêter le combat, il va dire à Spider-Man, Toby, c'est bon, je suis calmé, écoute, je vais t'expliquer, je viens d'une autre dimension, il s'est passé un truc, j'arrête mes conneries. Et normalement, lui aussi. Voilà, et lui, et techniquement lui aussi, mais bon, à ce moment-là, il savait pas qu'ils étaient là, et donc le combat final s'arrête, et tout va bien. Et du coup, juste, on va essayer de faire par étapes. Doctor Strange le sort. Ok, donc si on doit, alors, du coup, en fait, on va pas forcément attaquer, les points forts, les points faibles, mais globalement, un des moments charnières du film, c'est l'histoire du sort avec Peter Parker et Doctor Strange, qui est dû à une seule chose et unique chose, c'est que après que son identité de super-héros a été dévoilée, ni Peter Parker, ni MJ, ni Ned ne peuvent rentrer à la fac. Et en vrai, quand tu réfléchis, mais en vrai c'est ça, c'est-à-dire que ils ont des problèmes, il y a les paparazzis à leur fenêtre, machin, mais c'est pas, excuse-moi Doctor Strange, efface la mémoire de tout le monde, il y a des super vilains qui vont tuer ma famille, c'est efface la mémoire de tout le monde, on peut pas rentrer à la fac. Et d'ailleurs, Doctor Strange fait remarquer est-ce que tu as essayé juste de négocier? Et en vrai, c'est du bon sens. Mais et tout le monde, moi dans la salle, je me disais là, Peter Parker, il est un peu demeuré, mais en vrai, si je devais défendre le film, ça colle avec l'image de ce Peter Parker là qui, même si c'est censé être un petit génie de science, etc., un petit geek, quand t'as 17 ans, tu penses pas forcément au rouage d'une administration où tu te dis que... Alors, non, il est insouciant et tout, et ça, il y a pas de souci, mais par contre, normalement, t'as eu quand même du bagage, c'est-à-dire que, hormis le fait qu'on le voit dans Homecoming et dans Far From Home, t'as quand même participé à une grosse guerre avec les Avengers, t'as bossé avec Iron Man, donc on se dit peut-être que tu as pu être un peu guidé spirituellement par la force des choses. Non, et je trouve qu'en fait, il n'a pas assez peut-être appris par rapport à tout ça, mais c'est des choses qui vont évoluer et finalement je me dis que cette première partie de film où quand même on sent un peu de faiblesse sur ce Peter Parker où voilà, il voudrait que tout soit merveilleux, qui demande quand même de l'aide à Doctor Strange pour un sort et ce moment où il dit non mais finalement tu peux pas faire pour MJ et pour Ned et pour Tante May, et ça faisait vraiment quelque chose d'enfantin pour arriver à une fin de film, ce que je disais tout à l'heure, où il acquiert une énorme maturité, assez rapidement, mais c'est bien fait pour moi. Et Tom Holland du coup joue bien aussi de cette évolution. J'ai beaucoup de mal avec lui à la fin. Et à la fin, je me dis, voilà, c'est un réel acteur qui aussi comprend les enjeux que peut être Spider-Man, car Spider-Man, c'est pas juste avoir ses copains et faire toc-toc aux super-héros, tu vois. Et moi, le truc pour finir, c'est que j'ai beaucoup de mal avec Doctor Strange. Alors, je sais bien que il a perdu ses pouvoirs. Il y a une évolution aussi. Donc, enfin, il est moins fort. Pouvoirs, c'est ça, une partie de ses pouvoirs. Mais je le trouve assez comment dire assez peu enfin c'est quand même un homme qui a pendant longtemps s'est cherché, a vécu énormément d'épreuves pour devenir qui il est. Dans les derniers films, dès qu'il fait une action, toute action est réfléchie. Et là, il va dire assez vite oui, assez facilement peut-être. Alors, et en plus, ça n'explique même pas pourquoi il dit oui tout de suite, parce qu'ils sont pas forcément liés. Enfin, il n'y a pas eu dans les autres films des moments
de duo ensemble où en fait on est potes et je veux bien t'aider. Donc on joue sur le simple fait que Doctor Strange est là et que de toute façon ça va introduire après Doctor Strange sur le prochain. Ok. Et quand je disais que la force fait le café, c'est pareil pour la magie. La magie est assez facile. Donc le moment d'introduction de Spider-Verse, Ned récupère la bague de la bague qui lui permet de faire les portails. Et donc on va voir que Ned fait les portails. Ouais. Bah non. non. Du coup, quand on va divaguer, mais quand du coup il ouvre les portails, c'est là qu'a introduit Andrew Garfield et Tobey Maguire. Ouais. Sur le fait qu'ils arrivent. Bon, moi j'ai crié quand Andrew Garfield est arrivé. Okay. Mais donnez-moi quelque chose de plus iconique que Ned qui est là en mode qui cherche le wifi, tu vois, qui est pas très sûr de capter Canal+ et qui fait ça dans un salon avec sa mère là qui parle qui parle. On se dit mais pourquoi tu es là il serait gentil, hein, je dis pas, mais tu vois tout le contexte de la magie dedans me gêne un petit peu et j'ai pas aimé le Doctor Strange que j'ai vu là, quoi. En fait il y a beaucoup de gens, je pense que globalement ça pour beaucoup de gens il y aura une petite déception par rapport à Doctor Strange, mais c'est ce que je te disais en off, c'est que moi ça me dérange pas que s'il y a une déception ça va être de Doctor Strange parce que c'est un film Spider-Man. Oui, s'il y a un personnage qui peut être un peu en retrait, autant que ce soit Strange. Voilà, par exemple, c'est lui sur tu vois. Mais tu vois, par exemple, on reprochait à Homecoming d'être un film Iron Man et Spider-Man parce que Tony Stark était quasiment présent dans tout le film. Là ils ont eu l'idée ou la bonne idée, moi j'ai envie de dire la bonne idée de mettre Doctor Strange au début et il revient à la fin. Voilà, c'est-à-dire il a son moment un peu stylé avec la dimension miroir et tout le combat contre Spider-Man. Ça, c'est magnifique. Donc ça c'est cool. Et il revient à la fin il revient à la fin non pas pour aider Spider-Man contre les méchants, mais il aide juste à réparer la connerie qu'il a commis au début. Donc tu vois, moi j'aime bien. Comme tu disais en off, c'est quelque chose qu'on a dans les comics où les gentils ou dans une équipe, il y a des personnes qui vont partir au début et qui vont revenir à la fin. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que effectivement, on pourrait se dire mais si Doctor Strange il avait pas été enfermé dans la dimension miroir, il serait venu et en 3 secondes il aurait battu tous les méchants. C'est vrai. Mais c'est un truc, c'est ça. Mais c'est un truc qu'on voit régulièrement dans les comics où les personnages qui sont beaucoup trop puissants, les Doctor Strange, les Vision, ce genre de personnages là, il y a toujours un prétexte, il y a toujours un petit twist qui fait que ils vont être out pendant une partie de l'aventure et qui vont revenir à la fin, soit pour sauver la situation, soit juste pour mettre le coup final, on va dire. Donc on a ça vraiment tout le temps dans les BD et je pense qu'en fait quand ils ont fait le film, évidemment qu'ils se sont appuyés sur beaucoup de BD et sur des auteurs de BD, hein, d'ailleurs ils sont crédités à la fin. Il y a toute une liste de noms, il y a du Bendis, il y a plein de noms d'artistes d'auteurs qui sont cités. C'est-à-dire que ces gens-là ont participé de près ou de loin au film, donc en fait c'est des mécaniques et des gimmicks qu'il y a déjà dans les comics. Ça veut pas dire qu'il faut forcément tout récupérer, il y a des choses qui sont bien et pas bien dans les BD, mais faut pas être surpris de voir ça dans le film parce que c'est des choses qu'on a déjà dans les BD. Maintenant, si on avance un petit peu dans le film, donc après la cata, les super vilains sont dans la nature, donc Spider-Man les voit assez rapidement, et Doctor Strange lui donne un plan assez simple, c'est je te donne un petit gadget magique pour les capturer les uns après les autres. C'est vraiment va dans la nature, va les capturer. Il y en a à peu près 5-6 quoi, donc il y en a 5 en l'occurrence. Et une fois qu'ils sont tous réunis, moi je m'occupe de les renvoyer dans leur dimension. Donc Spider-Man y arrive assez facilement, très rapidement à les capturer. Et d'ailleurs c'était assez drôle de se dire qu'en fait le but du film c'est pas ça, mais ça va se déclencher après. C'est-à-dire que la grande quête initiale de je les capture, en fait ça se fait très facilement. Mais il y a effectivement ce moment où Spider-Man se dit attendez Strange, si on les renvoie, ils vont avoir leur combat final qui va les conduire à leur perte. Vous voulez pas qu'on les soigne? Et du coup au début je me suis dit c'est un peu nul quoi de justifier ça, mais en fait non, j'ai bien aimé, c'est le moment où tu dis en fait Peter Parker, quelle que soit quasiment sa dimension, quelle que soit son incarnation, il est profondément gentil. En fait, il est gentil, c'est-à-dire qu'il veut aider. Mais c'est pour ça aussi qu'on s'attache à lui et qu'il a une. Et voilà, et je fais une toute petite aparté sur le prochain film donc de Sony qui sera donc Morbius. Et Morbius, c'est donc le gars transformé en vampire, etc. Et c'est un classique dans les histoires de Spider-Man de Peter Parker qui fait tout pour essayer de soigner Morbius plutôt que de l'envoyer à l'asile, plutôt que de l'envoyer en prison, plutôt que de le tuer. Alors que le mec s'est transformé en vampire limite volontairement pour pouvoir bouffer des gens quoi, et rester lui-même immortel par rapport à une maladie du sang qu'il a, etc., etc. Donc en fait de voir un Peter Parker qui veut soigner des vilains qui n'y ont rien fait à lui personnellement mais qui vont avoir
affaire à d'autres Spider-Man dans d'autres dimensions. De toute façon, il sait que s'il l'envoie dans d'autres dimensions, ils vont mourir et donc il porte cette responsabilité. Et du coup, il l'assume. J'aime bien le fait qu'il devient un peu plus adulte. Voilà. On parle de l'évolution. Le tout début, j'aime pas. Et là, j'ai l'impression qu'il commence à comprendre qu'il n'est pas seul et que c'est-à-dire que il n'a pas que ses soucis de fac. Parce que pendant les autres films, c'est que ça en fait. Et alors tu te dis, t'es quand même recherché. Il y a quand même d'autres enjeux que de fait d'être l'araignée. Et en fait, les toutes premières images du film, c'est quoi? C'est Spider-Man qui se balance avec MJ. Et en fait, j'ai l'impression que pour lui, c'était que ça, c'était de profiter de sa copine, de profiter de ses toiles et de temps en temps retrouver ses copains Avengers. Et là, de se dire qu'il y a la mort est quelque chose de plus triste quand tu es un héros. Il est complètement confronté à ça, surtout avec l'accessibilité que peut avoir par exemple le personnage de Bouffon Vert, qui est d'abord humain à sa première rencontre avant d'être le psychopathe. Exactement. Et du coup, au moment où Dr. Strange veut les renvoyer dans leur dimension, du coup Peter Parker l'empêche en lui chopant le sorte de cube magique où il y a un gros bouton dessus et genre t'appuies, du coup le film se termine parce qu'en gros t'appuies sur le bouton, les méchants repartent dans leur dimension. Donc Peter Parker lui pique le cube et arrive à bloquer donc Dr. Strange dans la dimension miroir qui donne lieu à un super combat qui rappelle le premier film Dr. Strange. Qui est vraiment cool, même si le truc de Spider-Man qui bat Dr. Strange, on peut se dire y a pas match normalement, mais bon, allez, admettons, c'est le film Spider-Man, faut bien qu'il ait un moment de gloire, et de toute façon, si on lit toutes les BD, Spider-Man a au moins une fois battu n'importe quel super vilain et des super héros. Donc si vous lisez un peu les BD, vous verrez qu'une fois il lui est déjà arrivé à battre Hulk avec des conditions particulières, mais voilà, donc Spider-Man arrive à battre une légitimité en tant que héros aussi, donc mais c'est là qu'on en vient, et j'ai fait exprès de pas t'en parler. Du coup ça m'a permis, en le voyant 2 fois, de confirmer ce que j'avais en tête. Selon moi, la plus grosse incohérence du film et qui pour moi plombe absolument tout le scénario, et c'est un truc assez anecdotique mais qui pour moi fait que sinon il n'y a pas de film. Donc les méchants sont emprisonnés dans des prisons magiques. Prisons magiques que Dr. Strange contrôle parfaitement, parce qu'on voit même que quand Dr. Strange est dans une de ces prisons, lui il peut en sortir, mais les super vilains non. Ils peuvent absolument pas sortir, ni par la force brute ni par aucun moyen. Quand Peter Parker revient de la dimension miroir avec le cube sous le bras et qui dit à Ned et à MJ, gardez le cube, s'il y a un problème vous appuyez dessus, moi je vous prends tous avec moi, on va aller vous soigner. Comment il les libère des cellules? Je sais pas. C'est pas expliqué. T'as un cut et après il les amène dans l'appartement de Happy, donc l'ancien garde du corps de Tony Stark, etc. Qui est aussi un autre personnage qui fait des blagues avec Ned, donc il y a beaucoup de blagues dans le film. Et on pourra y revenir, mais en vrai, j'ai ce truc-là de comment Peter Parker les libère de ses cellules. Il n'a aucun moyen de le faire. Il n'a pas d'objet magique, il n'y a pas d'interrupteur, rien. C'est Dr. Strange qui a créé ces cellules. Il les libère. Alors, il y a rien. Il y a rien. Je me suis vraiment attaché. Il est dans la dimension miroir, machin. C'est juste après cut et il les emmène. Allez, entrer. T'as l'homme sable qui fait du sable sur le canapé. Il salisse un petit peu l'appart, machin. Il y a aucune explication. En vrai, si Dr. Strange est dans la dimension miroir, les méchants restent dans leurs cellules et c'est mort. En fait, c'est ce qu'on disait dans la partie sans spoil, c'est que il y a des facilités. Ah oui. Et il y a énormément de facilités, et c'est là où tu te dis que le scénario, il a été construit juste pour que ces méchants apparaissent et que ensuite les autres Spider-Man apparaissent et donc créer du coup une conséquence. En fait, et c'est même pas ça, il fallait surtout que les méchants aient une occasion, même très courte, de redevenir méchants, parce qu'en fait, il y a un moment, ils sont tous OK. Sont tous d'accord, même le Bouffon Vert, pour être soigné et redevenir gentil. Donc en vrai, pour moi, la plus grosse incohérence scénaristique, parce qu'il y a des faiblesses d'écriture, il y a des facilités, mais pour moi, le plus gros défaut dans le scénario, c'est ça, c'est comment il les libère du truc. Mais bon, on va pas s'attarder dessus, parce que ça reste quand même, c'est pas grandiose comme passage du film, mais il y a vraiment ce truc-là de... Mais comment il les libère? Et donc vous pourrez revoir le film. Je suis sûr que quand il y aura les premières vidéos d'analyse scène par scène des trucs qui vont et des trucs qui vont pas, ce sera pointé. Et j'espère que ce sera pointé parce que c'est quand même un truc énorme. C'est important, de comment il les libère. Mais bon, on en vient à la suite. Spider-Man les ramène chez Happy où il y a une machine incroyable, une machine qui s'appelle le scénario. C'est une machine Stark incroyable qui peut tout fabriquer, c'est les mots de Peter Parker. C'est une machine qui peut tout fabriquer. Elle était où cette machine avant? Parce qu'on avait d'autres soucis. Et donc cette machine qui peut tout fabriquer, peut fabriquer des antidotes pour tout type de maladies ultra violentes, genre je me transforme en Bouffon Vert, je me transforme en homme sable, je me transforme en électro. Par contre, si on peut s'en servir pour soigner le cancer, non, pas cette fois-là. Mais il n'y a pas le cancer dans le monde. On n'a pas le temps. Soigner d'autres maladies ou quoi? Non, par contre, ça peut
ça fabrique tout. Ouais. Et c'est génial, hein, c'est comme un robot de ménagère, un robot de cuisine. La première scène où ils sont tous là, tous les méchants, j'ai un peu de mal. Justement, alors je dis pas qu'il faut iconiser tous les personnages, mais en fait ils sortent beaucoup trop de leur contexte. Et là, je vais vraiment parler pour ceux que je connaisse le mieux, c'est-à-dire Docteur Autobus et le Bouffon Vert dans les films de Sam Raimi. Dans ces films-là, ils ont été placés d'une manière où ils avaient de réels enjeux, une vraie personnalité, un vrai duel, un passé, un avenir, un présent. Bref, il y avait quelque chose qui était assez fort. La sortie de leur contexte, ramenée là avec un Spider-Man qu'ils ne connaissent pas, ce Peter Parker ou qui n'ont aucun lien, ils sont un peu transparents. Enfin, Docteur Octopus, je l'ai trouvé très très plat, même si j'ai aimé ce côté où lui arrive à être gentil, parce que dans les comics, c'est ça. Lui, ça marche très vite. Dans les comics, c'est ça. Il a des moments où il travaille avec Spider-Man. L'interprétation du Bouffon Vert est géniale, mais il n'a pas vraiment d'objectif à être méchant dans ce moment-là. Oui, mais en fait, le truc, c'est que effectivement, les méchants sont tous un peu nuls, on va dire, dans le film. Mais voilà, encore une fois, je vais défendre le film. Et Electro fait des blagues aussi. Oui, on parlait de blagues. Oui, mais je vais défendre le film. C'est simple, ils sont pas dans leur univers, donc ils sont pas dans leur élément. Donc en vrai, c'est normal. Alors, est-ce que il fallait absolument les voir tous au top de leur forme et tout? J'en sais rien, peut-être que oui. Est-ce qu'il y avait la place dans le film? Peut-être que non. Mais pour moi, c'est pas incohérent. J'ai pas dit que c'était cool, mais c'est pas incohérent de les voir plus faiblards et plus paumés, genre quel est mon objectif? Je sais pas. Genre par exemple, Electro, c'est être plus fort ici parce que il y a l'électricité à bon goût. Globalement, c'est ça. Et moi, j'ai trouvé il est malade, hein, lui. Ouais. Il est malade, L'homme sable au début, c'est je veux revoir ma fille dans ma dimension, et après il pète un câble. Je trouvais ça bien parce que c'était un peu ce qui. Mais après il pète un câble de je fais confiance à personne, tu essaies de nous tuer. Bon, il est un peu. Parce qu'il fait confiance à Electro, enfin tu vois. Oui, mais aussi, mais en fait, l'homme sable a toujours été un personnage un peu teubé, un peu simple d'esprit. C'est jamais un leader, ça a toujours été un suiveur, et à chaque fois qu'il est en solo, il se fait défoncer assez rapidement. Donc voilà, de les voir un peu paumés comme ça. Bon, évidemment, il y avait des gens qui étaient choqués dans la salle, mais que le Bouffon Vert, en fait, il redevient méchant, mais ça en même temps, tu vois, depuis le début, c'était le seul qui avait vraiment une double personnalité aussi vénère. Ça me dérange pas. Donc voilà, et donc tous les méchants s'échappent suite à un combat assez stylé entre le Bouffon Vert et Peter Parker. Alors justement, quand je disais les scènes de combat, les deux combats qu'il y a entre Peter Parker, Tom Holland et le Bouffon, donc qui est dans l'immeuble et ensuite pour moi c'est le meilleur combat, c'est celui-là. Hein. C'est dans l'immeuble. J'aime beaucoup aussi le moment dans la tour, qui est du coup là où il y a vraiment avec la statue à liberté, tu veux dire? Ok. On va revenir vraiment, après sur celui-là. C'est en coup de poing et en intensité. Enfin, il y a et c'est là aussi où je continue sur mon fil rouge de maturité de Tom Holland, où il a de vrais combats à lui. Tu vois, avec du sang, avec des blessures, avec vraiment une force assez incroyable. Et c'est là où arrive. Alors juste avant d'arriver à ça, juste un point sur le combat, moi je trouve que c'est le combat le plus stylé parce que c'est vraiment un combat un peu intimiste, on va dire, juste vraiment Spider-Man, Bouffon Vert, parce que c'est les deux seuls qui restent. Alors après, on pourrait toujours discuter de le Bouffon Vert qui fait traverser, je crois, 3 fois le plafond à Spider-Man, genre poum poum, il traverse. Il n'a que des côtes fêlées. Je veux dire, Spider-Man a une force surhumaine. On est sur des films de super-héros. Spider-Man a une force surhumaine, d'accord. Voilà, je suis un gros fan de Spider-Man, je pense avoir quasiment tout lu de Spider-Man. Il a traversé quand même 3 fois du béton armé. Ça laisse plus que juste des côtes fêlées, hein. Surtout qu'il le dit, qu'il a des côtes, probablement des côtes cassées, et il termine le film se passe quasiment tout en une nuit, et à partir de ce moment-là de l'évasion des super-héros, des super-vilains, ça se finit au lever du jour, le lendemain matin. Il se guérit, il guérit aussi assez rapidement, mais là c'est pas possible de traverser autant. Mais bon, le combat est cool. On arrive à la toute fin de l'affrontement où donc il y a le Bouffon, Peter Parker, mais il y a aussi Tante May qui est là, qui ne s'est pas échappée parce qu'elle est aussi très courageuse. Elle a récupéré tous les petits objets qui servent d'antidote pour les différents super vilains. Et là elle se prend un coup de planeur. Et elle est agonisante, elle va dire son dernier message d'encouragement à Peter Parker, donc un grand pouvoir implique de responsabilité, phrase qui n'avait encore été jamais dite à Tom Holland. Et du coup, c'est comme ça que moi je vais pouvoir défendre le fait que peut-être qu'il manquait ça pour la maturité. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça doit être une sorte de formule magique dans l'univers... Non, mais ça veut dire que la formule magique dans l'univers Spider-Man pour lui donner maturité, responsabilité, sens du devoir, etc. Il lui fallait, comme on disait tout à l'heure, il prend conscience de la mort. Et là, une personne qui directement est morte dans son entourage, ça le met face à... C'est ça, ça le met face à son combat. Et surtout...
C'est ensuite qu'il va rencontrer du coup les deux autres Spider-Man, parce que c'est en parallèle de ça, il fait son combat et en parallèle du coup André Garfield et Tobey Maguire arrivent dans cet univers-là et ça les lie en fait. Ça le lie parce que ça y est dans les grandes caractéristiques du super-héros, tu vas perdre quelqu'un. Checklist. Voilà, j'ai eu mes pouvoirs par accident. Checklist, j'ai des Némésis. Voilà. Non mais c'est vrai. Mais en même temps voilà, c'est bien sûr, être un super-héros. Et en fait, ça aussi c'est sur un truc, c'est que par contre, juste je finis sur Tante May. Ça c'était génial. Alors les personnes qui ont pleuré pour Tante May, moi par contre ça m'a pas du tout ému parce que on n'a pas eu le temps de s'attacher à ce personnage malgré le fait qu'elle soit très canon. Je sais, j'anticipe les réponses et ça y a pas de souci. Pour moi, je l'ai pas assez rencontrée, j'ai pas eu assez d'affect comme j'ai pu avoir d'affect avec Tante May de Sam Raimi. Donc voilà, ça m'a pas particulièrement ému parce que par contre je me suis dit quand il y a eu sa mort, je me suis dit, ok, là on va passer à quelque chose de sérieux, quelque chose de profond, et la partie que je préfère. C'est ça, c'est-à-dire que ça ne m'a pas ému, peut-être parce que je n'ai pas de cœur. Mais en fait, c'est surtout que c'était, je l'ai vu, j'ai senti venir en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû le sentir venir. Voilà, l'image, t'as un plan large, tu vois Tante May qui est dans le fond, elle a l'air pas être vraiment à sa place à ce moment-là. Tu vois le planeur qui apparaît derrière tout le monde. Tu sens que ça va arriver et en vrai pareil quand t'as lu des comics tu sais que de toute façon à chaque fois qu'il y a un décès dans l'entourage de Spider-Man peut toujours avoir d'une façon ou d'une autre une raison de s'en vouloir et là il faut qu'il y ait un décès voilà non mais Spider-Man un décès qui est plus ou moins lié à Spider-Man, c'est-à-dire que là Spider-Man a toutes les raisons de s'en vouloir parce que s'il avait appuyé sur le gros bouton du cube magique le bouffon disparaît. Il meurt ou pas, peu importe, mais en tout cas, Tante May reste en vie. Et donc là, Spider-Man peut s'en vouloir, tu vois. Oui, complètement. Donc il y a ce truc-là, mais bon, voilà. Mais par contre, effectivement, tu comprends que après ça, ok, là, il y a un vrai shift dans l'état d'esprit de Peter Parker. Il va avoir une sorte de phase. Pas maléfique, mais disons plus agressive. Un Peter Parker plus agressif. Beaucoup de rage en fait, voilà. Beaucoup de colère et un deuil en fait. Et comme on l'a eu dans les films, si vous vous rappelez dans le premier Spider-Man, quand contre le bouffon vert, à la fin, Peter Parker et Tobey Maguire lui met des coups de poing dans la tête. Il a vraiment envie de le tuer. Il est pas loin de le faire. Andrew Garfield, c'est pareil. Donc il y a ces phases là de Spider-Man qui pète un câble et on va le voir vraiment être à 100% de ses capacités, on va dire en termes de violence. Et c'est donc là qu'on voit enfin le trio. En tout cas, il y a déjà les deux qui arrivent. C'est vrai qu'ils arrivent dans la cuisine de Ned, dans un contexte un peu particulier. Donc, ils sont juste posés dans la cuisine en train de se dire est-ce qu'on les fait disparaître ou pas. Et en fait, ils se rendent compte que s'ils peuvent faire des portails, peut-être qu'on peut faire venir, on peut ramener Tom Holland Spider-Man directement près d'eux. Le sort fait que il active un portail, Ned, ça marche. Alors on pourra discuter de ce qu'il peut faire des portails ou pas. Il suffit que dans un prochain film, on se rende compte qu'il a des ancêtres magiques et on dira en fait du coup c'était justifié. Ouais non mais pourquoi pas. Ou le fait qu'il y ait juste la bague. Ou qu'il suffit de la bague et un peu de volonté et un peu d'une poussée d'adrénaline. En fait ça on va dire. Non mais pardon j'ai pensé à Peter Pan avec une. Non mais en vrai il suffit de pas grand chose pour le justifier ça, donc ils se démerderont derrière. Oui ok. Mais voilà donc il dit je veux Peter Parker. Il y en a un premier qui arrive, c'est Andrew Garfield. Tout le monde hurle dans la salle, tout le monde est super content, et même moi qui était pas, voilà, forcément on dit c'est trop cool. Il recommence, il y a Tobey Maguire. Alors moi le seul truc. C'est dommage qu'il était pas en costume. Il a son costume en dessous, mais voilà, mais après. Et il était là dans la rue en mode. Mais alors du coup il y a le truc, c'est que moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire mais si ça a marché à en faire venir deux, continue, fais venir plus. Le mec qui veut faire du Spider-Verse. Mais en vrai, continue, t'en as fait venir deux. C'est cool. Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, il a aucune raison légitime. Parce qu'on n'a pas d'acteur. Oui, mais mais le personnage dans le film ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il a aucune raison légitime de s'arrêter à deux portails. Il pourrait très bien continuer 3 à 4. T'as envie de créer, mais vas-y, continue, fais d'autres portails. On va voir ce qui va sortir. Morales de New Generation, c'est carrément. On sait pas. Mais voilà, donc les deux arrivent, hurlement dans le public, dans la salle. Tout le monde est content, nous aussi. En vrai, il y a pas de raison. On les voit faire un peu des blagues, genre prouve que t'es Peter Parker, le mec il marche au plafond, ils se font des lancers de toile, des trucs comme ça. Cool. Donc pourquoi pas. Et après c'est allons le chercher. Ils vont chercher Tobey Maguire, ils vont chercher Tom Holland qui est sur le toit de son collège. Et là, de son lycée, et là il y a grande phase. Il parle de tout leur drama en fait, du coup de Tobey Maguire qui perd Ben, Andrew Garfield qui perd. En fait, ils font un peu séance d'intervention pour essayer de remonter le moral là, ce qui est vraiment assez fort, c'est et on en reviendra aussi, et c'est pour le reste en fait. À partir de là et pour le reste.
je m'excuse, Andrew Garfield, de ne pas avoir assez apprécié Amazing. Andrew, tu gères. Andrew, t'es très bon. Je t'aime. Très, très bon. Veux-tu m'épouser? Est-ce que tu m'entends? En fait, n'a que de 160 abonnés, donc non, mais vraiment, en fait, sa prestation, elle est magique. Alors, ça, on l'a déjà dit dans les calendriers de l'Avent. C'est Marceau qui a fait sur Amazing, mais c'est un très très bon acteur. Hein. C'est aussi un acteur plutôt de film d'auteur. Ouais. Donc, il n'a rien à prouver sur ça. Mais par contre, c'est un très très bon Peter. En fait, il est magnifique, il est émouvant, il est. En fait, c'est le plus cool des trois. Et il a pris la place pour moi. Il a pris vraiment la place, mais même que ce soit au niveau des combats, au niveau des références. Même il fait. En plus, il assume. Ils lui ont donné des répliques où il assume que c'est le Spider-Man un peu le mal aimé, parce que tu vois tout le temps dire mais personne m'aime, machin. Je suis un peu un loser et tout. Et en fait, t'as les autres qui disent mais non, t'es génial et tout. Fantastique. Et lui, il se relève. C'est une belle référence. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en vrai, il le gère très bien. Et donc en fait, à cette fameuse scène à la suite où ils sont dans le labo du collège en train de bricoler les antidotes. Ça, j'adore. Tous les Spider-Man. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que justement, je pense qu'on essaye de se rattraper un petit peu sur, on vous a pas vraiment dit qui était Spider-Man. Donc Spider-Man, c'est perdre quelqu'un, c'est être profondément gentil, comme on l'a dit, et c'est être aussi scientifique. Donc t'as quand même un bon moment, je sais pas, 10-15 minutes, où tu leur vois faire des expériences. Mais pour moi, c'était assez important aussi d'avoir cet aspect-là, tous les trois, et de dire, il y a l'intelligence aussi dans la vraie vie, et il y a l'intelligence purement scientifique. Du coup, je vais faire le relou sur ce truc-là, c'est que premièrement, c'est quand même un peu bullshit qu'ils arrivent à bricoler la fin des antidotes dans un labo de lycée. Mais dans un film de super-héros. Non, mais dans un labo de lycée, ils arrivent à bricoler ça, mais au moins, donc c'est vraiment en mode en 2 heures il te plie le truc avec le matériel qu'il y a dans un labo de lycée, mais au moins ils s'embêtent pas à prendre une scène où ils vont t'expliquer comment ils arrivent à le faire, parce que l'explication aurait été de toute façon un mytho. Donc ok, bon, la communauté scientifique qui t'aurait crié dessus, tu vois. Vous finissez votre bricolage, le tout était quasiment fait par la machine magique de Stark. Ok, vous finissez votre truc, les antidotes sont prêts, et après il y a ce super plan de on se bat à la Statue de la Liberté machin. Alors on m'a posé la question même pourquoi ils se battent là. Alors la seule explication que j'ai, c'est au moins il n'y a pas de civils. C'est loin, en fait, il explique dans le film, en fait, il voulait vraiment éviter les autres catastrophes, et comme c'est en hauteur, ça leur permet. Non mais même en fait c'est assez stratégique. En fait, c'est plutôt bien pensé des Spider-Man de se battre là, parce que déjà c'est en hauteur, donc eux sont avantagés avec leur toile. Si c'était un terrain plat, un terrain vague, ça aurait été la loose, sachant que la moitié de leurs adversaires savent voler. Converse s'est volé, Electro s'est volé, l'homme sable s'est volé, etc. Donc c'était plutôt malin de se battre là. Et surtout la nuit, il y a aucun civil dans cette zone-là, et tu peux pas faire de gros dégâts matériels à part à la statue elle-même, mais c'est que de la tôle, quoi. Donc c'est ok. Donc on va dire qu'en soi c'est très pertinent de choisir cet endroit-là. Et donc c'est très pertinent de choisir cet endroit-là. Par contre, moi j'ai un énorme problème par rapport à ce grand combat final. On est dans le noir. Là, la caméra bouge dans tous les sens, il y a de la shaky-cam. Il y a un petit problème. Il y a des échafaudages dans tous les sens. Franchement, ce combat, pour moi, je l'ai trouvé beaucoup trop illisible. T'as quelques scènes ultra stylées avec le clair de lune et tout, tu vois les Spider-Man se quoi. Non mais c'était génial, tu cries, t'as des petits frissons, machin, mais je suis désolé, mais on sait faire des films bien filmés, des scènes de combat bien filmées, des scènes de combat où tu vois vraiment toute l'action, t'arrives à comprendre ce qui se passe. Là, j'ai trouvé que c'était un bazar. J'ai trouvé que c'était un bazar sans nom. Et surtout le manque de lumière, en fait. Mais ça, tu vois pas que dans ce film-là, il y a dans les séries comme The Witcher, etc., ou d'autres films, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Mais c'est pour cacher un petit peu le truc. Mais c'est pas tant mal, on est en 2021. Mais moi, ça me saoule. Et donc, je suis désolé, mais par exemple, tu vois, moi, j'aurais adoré que le combat final se commence justement au lever du soleil, où t'aurais des super couleurs sur les persos. Je veux dire, Spider-Man, c'est du rouge, du bleu, ça est censé péter dans tous les sens. Les BD Spider-Man, à part quelques rares exceptions, c'est toujours ultra flashy, il y a de la couleur dans tous les sens, tu t'en prends plein les yeux. Là, je trouve que le combat de nuit, en fait, c'était très terne, et il m'a manqué quelque chose. Par contre, rêve de gosse de voir plusieurs Spider-Man avec des acteurs faire un travail d'équipe contre les super vilains. Alors pas tout de suite, parce que ça j'ai bien aimé. Un peu, alors ils ont compris qu'ils n'arrivaient pas à travailler en équipe. En fait, ils étaient très désordonnés au début, pas du tout coordonnés. Et qu'ils ont compris aussi qu'il fallait peut-être se fixer sur un méchant, parce que en fait chacun prenait son méchant un petit peu. C'était un peu au pif et c'était un peu et surtout qu'en plus ils étaient obligés de se coordonner parce qu'ils avaient tous les antidotes
d'antidote. C'est ça. Donc il fallait bien aussi qu'ils travaillent de concert ensemble. Donc ça, j'ai bien aimé que ça évolue un petit peu sur le combat même et qu'on n'a pas juste un combat. Et puis même si je sais que là, tout comme les méchants, sur certaines scènes, on rentre dans le fan service avec le trio, avec certains dialogues. Non mais en fait, il y a des répliques de fan service, tu les as dans tous les sens. Je les ai trouvées. Ouais, mais t'en as plein, tu vois, même les méchants qui en font, tu vois, Electro qui dit je suis sûr que quelque part il y a un Spider-Man noir, bah évidemment que c'est pour faire un petit appel du pied à peut-être qu'un jour on verra Miles Morales. Enfin voilà, on a toutes ces choses là. Mais par exemple, moi j'ai bien aimé le moment où Andrew Garfield craque le dos à Tobey Maguire. Oui. Parce que ça montre quoi? Ça montre que c'est fatigant. Est-ce que tu disais qu'il est un peu plus vieux, Tobey Maguire, on va dire. Mais c'est aussi, tu vois, tout à l'heure quand tu disais que Tom Holland il doit sûrement avoir le dos cassé. En fait c'est hyper fatigant d'être Spider-Man parce que tu n'es pas Batman, parce que tu n'as pas la force de Superman, que tu restes un humain et que tu te tapes des combats assez importants. Donc moi ces tout petits trucs là ça a marché aussi parce que Andrew Garfield joue bien. Tobey Maguire est un peu effacé, mais en même temps ça faisait longtemps qu'il avait pas porté le costume. Faut trouver sa place en peu de temps aussi. Et ce qui est différent aussi par rapport à Andrew Garfield et Tom Holland, c'est que ces deux derniers sont des gros fans de Spider-Man et ont un lien particulier. Il y a des images d'Andrew Garfield qui portait le costume quand il était petit, Tom Holland aussi, et Tobey Maguire un peu moins. Si vous retrouvez la jeunesse du projet, il l'a fait plutôt parce qu'il avait besoin de mourir que vraiment de fans. C'est un peu ça. Donc voilà. D'accord. Mais alors du coup on va essayer de terminer parce que là, c'est vrai que là on s'étend mais voilà. Mais donc globalement à la fin les méchants sont battus, Doctor Strange revient de la dimension miroir et va finir le sort qu'il avait démarré en constatant avec Tom Holland que le seul moyen c'est finalement d'effacer la mémoire de tout le monde pour annuler une fois pour toutes que tout le monde connaît l'identité de Peter Parker. Et là, il accepte. Et donc là, il accepte, il le fait proprement. Et en fait, il le fait à un moment où la réalité commence à s'ouvrir dans le ciel. Et en fait, on voit des silhouettes qui sont d'autres méchants de l'univers de Spider-Man. Alors, est-ce que t'as... Donc, le seul qu'on voit clairement, c'est le Rhino. Donc, on voit un gars avec une corne. On en voit d'autres. On en voit un avec une lance. Je vous avoue que même après l'avoir vu deux fois... Ouais, mais j'arrive pas à savoir c'est qui. Mettez en commentaire si vous savez qui est ce méchant. Précisez, je vous en supplie, que vous spoilez au début du commentaire. Mais on voit quelques autres silhouettes. J'ai pas encore vu de vidéo débrief ou quoi, s'il y a déjà des trucs qui sont sortis. Non, pas encore, c'est un peu on voit d'autres silhouettes de méchants, mais je vais supposer qu'on voit du coup d'autres méchants de l'univers de Spider-Man. Et donc Doctor Strange referme la réalité et à la fin, Tom Holland a été oublié de tous ses amis. En tout cas, les gens oublient l'existence de Peter Parker carrément. Mais ils n'oublient pas que Spider-Man a existé, mais ils oublient Peter Parker. Donc pour eux, Spider-Man c'est quelqu'un d'autre. Comment ils vont expliquer ça plus tard, on ne sait pas. Comment ils vont recoller les morceaux, on ne sait pas, mais en tout cas à la fin, Peter Parker se prend un appart dans New York, abandonne son costume ultra technologie de Stark et se fabrique un costume à l'arrache avec une machine à coudre. J'ai l'impression que c'est cyclique et qu'on revient et donc au film de Sam Raimi. Ça fait un peu reboot et à la fin il repart dans la ville en mode je suis Spider-Man machin et donc on verra ce que ça donnera après. Et juste pour terminer, en scène post-générique, on a un truc qui recolle avec la fin de Venom, qui montre que Tom Hardy, en gros, en 3 secondes, Tom Hardy, en fait, il a passé tout le temps où il était effectivement dans l'univers du MCU, toujours au Mexique à boire des caipis. Et c'est bon. Voilà, il boit des caipis et en fait, juste au moment où il se dit, tiens, je vais peut-être aller à New York rencontrer ce Spider-Man, il se refait, du coup, renvoyé dans sa propre dimension, en abandonnant sur place un petit morceau de symbiote qui laisse penser que on pourra avoir derrière un prochain film Spider-Man avec un autre Venom, etc., etc. Et donc un autre acteur. Voilà. Et dans la dernière scène post-générique, c'est en fait tout simplement le trailer de Doctor Strange. C'est le trailer. C'est le trailer de Doctor Strange 2 qui sortira, j'imagine, en ligne dans très peu de temps. Donc là, on est sur mai. Oui, mais le trailer va sortir dans très peu de temps, je pense. Ils vont sortir. Mais le film, lui, sort en mai. Donc voilà. Donc globalement, mon avis final, c'est que c'est un bon film Spider-Man. Voilà, globalement, c'est un bon film Spider-Man puisqu'on est à fond pendant tout le film. Il y a des moments d'anthologie, il y a des moments vraiment stylés. De tous les films avec Tom Holland, je pense que c'est le seul que déjà c'est le seul que j'ai revu déjà. Faut savoir que c'est le seul que j'ai revu et c'est le seul que je reverrai avec plaisir. Parce que vraiment, complètement d'accord. Vraiment, on passe un bon moment. Il y a tous les méchants, c'est vraiment stylé. Il y a des grosses incohérences de scénario. Il y a des gros soucis. Sur certains jeux d'acteurs, sur des personnages qui sont un peu effacés, des personnages qui pourraient être beaucoup plus mis en avant. Mais bon, c'est toujours le problème. Voilà, placer autant de persos dans un seul film, c'est compliqué. Attends, aparté, mais Eternals, il y avait autant de persos voire plus, et chacun avait un peu sa place. C'est vrai. Mais là, voilà. Mais au moins,
tous ces. Mais bon, Après, il y a c'est pas quand même pareil, beaucoup c'est pas les de mêmes- personnages qui ont eu leur temps dans d'autres films. Donc en vrai, Oui, voilà, aussi, c'était pas. complètement. Et voilà, donc globalement, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à le revoir, soit au ciné ou pas, pour vraiment un peu plus vous forger votre idée. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Qu'est-ce que toi tu en as Ah pensé oui, non, mais globalement? moi c'est pareil, c'est un très bon moment et c'est exactement ce que tu dis. Je vais le revoir celui-là. Je vais le revoir. Pour le fanservice que j'aime, Ouais. mais pour aussi certaines actions et pour, comme tu dis, c'est un bon film de Spider-Man et j'irai même plus loin, c'est un bon film sur l'évolution de Ouais. ce que peut être Spider-Man et de ce que peut être Peter Parker. Ça, il faut pas l'oublier parce que pour le coup, quand on disait la checklist de super-héros, une autre Ouais. checklist c'est la double identité. Ouais. C'est comment on arrive à gérer Ouais. sa double identité. Ouais. Et à la fin, il y arrive complètement Ouais. où tu le vois rentrer dans cet appart un peu miteux Ouais. et prendre son indépendance et puis être, comme je disais tout à l'heure, l'enfant un peu débile et têtu quoi, parce qu'il a vécu énormément de choses, parce que je pense qu'il sait aussi qu'il y a d'autres univers et qu'il y a d'autres Spider-Man et que peut-être qu'ils seront amenés à les revoir d'ailleurs. Peut-être qu'on reverra ça. Je pense que l'expérience a été bénéfique, notamment pour Andrew Garfield. On a compris que je l'aime parce que je parle beaucoup de lui. Mais lui, l'acteur a cité qu'il serait pas désintéressé de revenir dans le MCU. Il y aurait complètement sa place. Hein. Il y aurait complètement sa place. Et puis de toute façon, le Spider-Verse est d'autant plus emmené avec un nouveau trailer sur une suite de l'animé Spider-Man New Generation. J'ai plus le titre, mais voilà. Donc pourquoi pas. Voilà, mais il y a quand même certaines facilités où quand tu te penches trop dessus, j'ai bien aimé quand tu as parlé des portails, etc. C'est gênant et c'est à quel point on laisse passer ça pour des films aujourd'hui où même si c'est des films de super-héros, ils peuvent avoir leur patte de réalisateur comme Eternals, comme James Gunn de Suicide Squad par exemple, ou comme le premier Doctor Strange, ou comme par exemple peut-être Batman de Matt Reeves, ou un Deadpool, ce genre de film. Il faut peut-être un petit peu plus laisser la patte au réalisateur, avoir moins de contrats liés aux producteurs. Mais ça c'est pas nous qui décidons, mais globalement allez le voir parce que c'est quand même un vrai kiff. Bah oui, donc voilà, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé. Si vous avez envie qu'on fasse d'autres vidéos débriefs sur ce film en s'arrêtant sur d'autres points, n'hésitez pas, on est prêt à le faire. On peut refaire une avec Marceau notamment. A plein de choses à dire sur le film si vous voulez qu'on s'arrête sur justement sur tous les petits détails qu'on a remarqués dans le film qui font référence à d'autres choses du MCU ou des comics, n'hésitez pas, on est capable de vous les faire et ce sera un plaisir. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour de prochains débriefs sur la chaîne du Comics Corner et n'hésitez pas à lire des comics et à voir des films, c'est toujours un réel plaisir. À bientôt, salut Alexandra. Salut tout le monde, ciao.